Bonjour Paris. Pardon. Vous allez bien? Bouh, merci. Alors, merci, bonjour le Brest Camp. C'est un grand plaisir d'être ici devant vous. On est avec vous pendant une petite heure. On va parler des tests. Et notamment, on va aider la personne sur la slide à répondre à la question pourquoi tester, ce n'est pas douter. Quelques introductions, il va y en avoir plusieurs. Pourquoi ce slot? En fait, on s'est aperçu avec Edouard qu'il y avait beaucoup de confusion autour des tests, notamment quand on parle de tests unitaires, ça va encore, tests d'intégration, tests d'acceptation, tests fonctionnels, tests API, tests end-to-end, beaucoup de vocabulaire. Souvent, les équipes, que ce soit entre elles ou même au sein d'une même équipe, on ne met pas forcément la même implémentation derrière un nom. Par contre, nous, on est convaincus que tous ces tests, ils ont de la valeur, notamment parce que dans le monde du développement, c'est grâce aux tests qu'on a une boucle de feedback très rapide. Et quand on itère et qu'on développe, c'est hyper appréciable. Donc l'objectif de Slot, c'est de partager les outils que nous on utilise, et pas juste de présenter les concepts et les outils, mais bien aussi de les illustrer avec du code. Donc, on va y avoir plusieurs démonstrations tout au long de ce slot pour bien s'aligner sur quelle implémentation il y a derrière et comment on peut les utiliser. Alors, bien sûr, ça vient de notre expérience. Peut-être que dans la littérature, il y a d'autres informations, d'autres façons de faire. Peut-être que des choses ne vont pas s'appliquer à votre contexte. Prenez ce qui vous parle, voyez si ça peut vous être utile dans votre contexte. L'objectif, c'est que dès demain, ou en tout cas, ou ce week-end, ou dès lundi, vous puissiez appliquer des choses sur votre projet et les utiliser. Qui sommes-nous? Moi, je suis Jérôme Aigron, je travaille chez Whiskel. Je suis dans l'IT depuis un peu plus de 13 ans, notamment beaucoup de développement. Maintenant, je suis Cloud Advisor, donc c'est plus la partie conseil. Donc, je suis plutôt développeur de POC et plus de prod. Mais c'est pas mal aussi. Et moi, je suis Edouard Sia, Cloud Native Dev, développeur depuis une quinzaine d'années. J'ai fait pas mal de C, de Java. Je me suis mis au Rust il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être des gens qui ont vu une présentation sur Rust tout à l'heure. D'une façon générale, j'aime bien que le métier que j'essaie d'implémenter soit représenté de façon fidèle, de façon à ce que quand j'ai une personne du métier à côté de moi qui essaie de comprendre pourquoi mon code ne marche pas, il soit capable de le lire à peu près. On a dit qu'il y aurait des exemples tout le long de cette présentation. En fait, on a une petite application exemple, l'assistant Carbon Footprint Assistant. C'est un assistant qui est là pour aider à évaluer l'impact carbone de sa consommation électrique. En fait, il se base sur des données qui sont sur Electricity Map. Et à partir de ces données-là, lui, il propose quelques fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser via une API et via une CLI pour l'interroger. Et il est construit selon les principes d'architecture hexagonale. Il est fait en Kotlin. Peu importe, ce qui est important, c'est de voir les concepts, comment on les implémente, et les outils qui sont utilisés, de toute façon, on peut souvent les retrouver dans d'autres langages. Alors, rapidement, qui, à main levée, n'a jamais entendu parler d'architecture hexagonale? Ok. Qui, à main levée, on mange le matin au petit-déj avec les céréales? Quand même pas. Ok, ça marche. Donc, je vais essayer de résumer ça en quelques instants. Le principe de l'architecture hexagonale, c'est d'admettre que les règles qui constituent votre métier, votre business, évoluent à un rythme différent de celui de toutes les technologies qui permettent de lui donner vie au sein de votre SI. Les dernières versions de Spring n'ont absolument aucune raison d'être alignées avec les évolutions de la réglementation bancaire, par exemple. Et le principe de l'architecture hexagonale, justement, c'est de dire on va séparer la partie métier de la partie technologique de façon à ce que les deux puissent évoluer à leur rythme et que des remplacements d'éléments technologiques ne soient pas un frein pour faire évoluer la réglementation, le fonctionnement de métier de votre application. Et donc pour ça, on met au milieu la partie qu'on va appeler domaine, qui sont toutes vos règles métiers avec tous les concepts métiers. Si vous êtes dans le domaine du e-commerce, on va parler de panier, on va parler d'articles, on va parler de livraison, etc. Mais à aucun moment, on va parler de JDBC ou de API REST ou de quoi que ce soit d'autre. Et pour être sûr que le domaine il reste isolé par rapport à l'infrastructure, on va mettre une règle qui est très simple, c'est toutes les dépendances de l'extérieur ne peuvent aller que vers le domaine. Et le domaine ne peut pas dépendre de l'extérieur. C'est surtout ça le plus important, le domaine ne doit pas dépendre de l'extérieur. Parce que sinon, on commence à faire introduire des éléments de technologie dans notre domaine, et autant pas s'embêter à faire de l'architecture hexagonale. On va avoir à gauche de l'infra qui va être pilotante, c'est-à-dire que c'est là qu'on va demander à nos services de faire quelque chose, Typiquement, je suis l'utilisateur Intel, donne-moi la facture qui correspond à mon achat en date due. Et à droite, on va avoir l'infrastructure qui est pilotée par le domaine et qui va servir
au domaine pour qu'il puisse faire quelque chose. Typiquement, se brancher à une base de données, etc., etc. Et là, il y a peut-être une petite dissonance dans vos têtes en se disant, mais tu viens de nous dire que le domaine ne peut pas dépendre de l'extérieur, mais il faut quand même qu'il aille chercher quelque chose en base de données. La solution, elle s'appelle des ports. C'est les petits ronds qu'on a aux extérieurs et qu'on va représenter par des interfaces. Et donc, côté infrastructure pilotée, on va pouvoir implémenter ces interfaces et à la construction de notre application, au moment du démarrage par exemple, on va venir, par le principe de l'injection de dépendance, donner à manger au domaine les bonnes implémentations qui vont être utiles et on a bien notre domaine qui est isolé du reste. On y va ? Ouais. Alors, on va pas commencer par les tests unitaires, on va faire l'inverse. On va commencer par une session de Tres Amigos. Pareil, on va faire un petit jeu de main levée. Après, promis, on vous laisse tranquille. Qui connaît déjà le concept dans la salle ? Juste connaître le concept. Ok. Bon, participer du coup. Qui a déjà participé ? Merci, Urgix. À quoi il sert cet atelier ? Tres Amigos, l'objectif, c'est d'aligner le métier et la technique autour des attentes d'une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une US, le PO a préparé une US, il réunit un dev et un QA, et ensemble, dans une salle, il parle de cette US, avec pour objectif à la fin d'en sortir des tests d'acceptation pour définir qu'est-ce qu'on attend, comment on va valider l'US pour vérifier qu'elle est conforme aux attentes du PO. Souvent, le test d'acceptation est rédigé au format Gherkin, on va y revenir après. Par contre, une bonne astuce à retenir, c'est que pour animer cet atelier, on peut se baser sur l'example mapping. On va voir si c'est après, mais l'example mapping, c'est-à-dire que ça va structurer l'échange. On va parler par exemple du coup, et du coup des exemples métiers, donc on parle de concret. Et c'est à partir de ces exemples qu'on va sortir les règles associées à l'US et du coup, à la fin, les tests d'acceptation. C'est pas obligatoire d'avoir un Mexicain dans l'équipe pour en faire. C'est un plus, mais encore une fois, rien d'obligatoire. Petite parenthèse, j'ai pas oublié une parenthèse, c'est qu'on va ouvrir une petite parenthèse juste sur le Gherkin avant de continuer. Le Gherkin, c'est un format utilisé pour rédiger les tests d'acceptation. L'avantage qu'il a, c'est que ça peut être un langage qui va être commun, enfin un format qui va être commun à la fois au métier et à la tech. Souvent, le PO, quand il rédige des US, on va retrouver ce genre de test directement au niveau de l'US. La partie importante, c'est que là, on est sur une feature d'une personne qui veut retirer de l'argent, et un des scénarios qu'on souhaite tester, c'est de vérifier qu'on est dans un cas où le compte a assez de fonds pour permettre le retrait. Première partie, du coup, c'est le given. On donne l'état d'entrée ou l'état dans lequel on commence le test. Sur le compte, il y a $300 et la carte est valide. Parfait. Ensuite, deuxième partie, le when. On déclenche l'action que l'on souhaite tester. Donc, le possesseur du compte demande à retirer $200. Et enfin, dernière partie, la vérification de ce qu'on a en sortie de ce test. On vérifie l'état de sortie, l'output. À ce moment-là, l'ATM a bien délivré $200 parce que c'est OK par rapport à ce qu'il y a sur le compte. Par contre, maintenant, le nouveau solde est $200. Pourquoi on vous présente ça ? Ce qui est important, c'est les 3 étapes. Give, when, then. Ce n'est pas seulement propre à ce test d'acceptation. Cette structure de 3 étapes, on peut la retrouver sur tous les tests, quel que soit leur type ou leur catégorie. Ce qu'il faut retenir, du coup, c'est ce qu'on cherche à travers un test à valider, c'est un comportement. On ne va pas valider ou tester une implémentation. Donc il faut vraiment se concentrer sur le contrat de la fonction, c'est-à-dire ce qui est en entrée et en sortie, pas sur la fonction elle-même. Si on respecte ce principe, lorsqu'on va refactorer notre code, normalement, les tests, on ne doit pas y toucher. Si, à l'inverse, c'est trop lié, le moindre refacto de code entraîne du refactoring dans les tests, on perd ce que nous amènent les tests, à savoir un filet de sécurité. On peut remarquer qu'il n'y a pas de détail d'implémentation dans le scénario qui était marqué. Il n'y a pas marqué mon utilisateur, son login c'est Jean.duchemol et son mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est des détails de mise en œuvre qui doivent être masqués dans le scénario. Et parce que le but de ce test d'acceptation, c'est de mettre en évidence le comportement de métier. Gherkin, fin de la parenthèse. Allez, maintenant on va jouer. On a parlé d'une session de Tres Amigos, on va en faire défiler une ensemble. Au début, je voulais faire venir du monde sur la scène et tout ça. On m'a dit c'est trop compliqué. Du coup, on va vous accompagner. On va le faire nous-mêmes. L'example mapping, c'est très structuré. On parle de 4 couleurs, vous pouvez changer les couleurs, mais en tout cas, il y a 4 fonctionnalités, il y a 4 types de tickets qu'on va trouver. Un ticket pour représenter la story. Ensuite, en bleu, les règles associées à cette story. On parle d'example mapping, du coup, il y a tout dans les tickets verts, on va trouver les exemples. Et enfin, si lors de l'atelier, on a des questions, il y a les tickets roses ou rouges qui sont là pour ça. Normalement, on se cale 25 minutes. Et à la fin de la timebox de 25 minutes, on vote à main levée.
considère est-ce que ma story elle est prête pour être développée. S'il y a une seule personne qui dit non, on considère que c'est non. Le but, c'est vraiment d'être d'accord sur se dire ok, c'est prêt, on peut y aller, et de lever les éventuelles réserves. Et généralement, s'il reste des tickets questions, c'est que c'est pas vrai. Copier, revoir. Ça tombe bien. On commence sur Example Mapping. Le PO vient avec un nouveau besoin. Il faut que l'application, l'assistant, là, qui nous aide à repérer l'impact carbone que l'on a selon l'utilisation de l'électricité, nous permet de trouver la meilleure plage horaire pour lancer un job. Il nous vient aussi avec une première règle. La tranche horaire retournée est celle où la production électrique a le moins d'intensité carbone. OK. Je suis avec PO, Dev et QA. On réfléchit un peu. On commence à rédiger un exemple. On va se retrouver, du coup, dans une zone France. Il faudra lire le ticket. Faudrait lire le ticket ? Ouais. Ouais. Je vais le lire. On se retrouve dans la zone France et entre 14 et 15 heures, on sait qu'il y a une intensité de 30 grammes par kilowattheure, tandis que le reste du temps, on est plutôt à 60. Quand il y a une demande de lancer un job de 3 kW pendant 2 heures, le service va nous retourner de démarrer ce job à 13 heures. Parce que du coup, entre 13 et 15, on va profiter des 30 grammes. Et il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce que le service retourne la consommation de carbone ? Et que se passe-t-il si plusieurs tranches horaires sont possibles ? On itère avec le PO, il a des réponses à nous donner. En fait, on ne va pas parler de consommation carbone, mais dans le métier, on parle d'impact carbone. Donc là, la règle, tout de suite, l'avantage qui se dessine à travers ces échanges, c'est qu'au niveau du vocabulaire, on se rapproche du vocabulaire utilisé par le métier. Et on va le retrouver dans les US et potentiellement même jusque dans le code. Du coup, associé à cette nouvelle règle, on a un nouveau test qui est là, où pour le même contexte, on retourne l'empreinte du coup de 270 grammes équivalent CO2. Et enfin, par rapport à l'autre question, oui, il y a une autre règle du coup qui est déterminée. Le service retourne la première tranche horaire disponible. Donc, dans le cas où, on rédige un autre exemple, dans le cas où j'ai une intensité de 30 grammes par kilowattheure à la fois entre 7h et 8h et une autre fois entre 14h et 15h, mon service qui va me retourner, c'est de la première tranche, donc de démarrer le job plutôt à 6h. Ça, c'est à peu près comment se passe une session de Tres Amigos animée avec l'example mapping. À la suite de ça, on a des exemples, on a des règles, elles ont été partagées et en plus, par l'exemple, ça on est concret. On peut aller jusqu'à rédiger du coup un test d'acceptation où là, on va récupérer, il y avait 3 tests qui finalement dont on peut s'inspirer dans les exemples. On va prendre celui où il y a une plage horaire qui est disponible. On remet le contexte en entrée, le given. Notre action, c'est le SRE, il demande quand faire tourner un job consommant 3 kW pendant 2 heures. Et alors, le service lui indique de lancer ce job à 13 heures et il lui indique même son empreinte carbone pressentie. Ouais, c'est impressionnant. Ça, c'est un test d'acceptation. C'est la première famille de tests dont on souhaitait discuter. On n'est pas dans la technique à ce moment-là. L'objectif du test d'acceptation, c'est de permettre de valider des fonctionnalités métiers. C'est rédigé soit par le PO, soit par le QA, et ça se retrouve dans les user stories. Le format possible, c'est de rédiger en utilisant le format Gherkin. Il faut le faire quand ça a du sens. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, est-ce que ça va parler à la fois au PO, à la fois au dev ? Est-ce que potentiellement ce format, c'est un format qu'on peut aussi retrouver en entrée de certains outils de test ? Si c'est le cas, ça veut dire que ça a du sens. Si en fait ça parle à personne, ne le faites pas. Il y a d'autres moyens de représenter des tests d'acceptation. Et parfois, un dessin est plus facile que du given when done. Si vous faites de la réservation de sièges dans un train, pour distribuer les sièges dans les voitures, pour mettre des personnes ensemble, c'est probablement plus facile de dessiner des sièges et de les colorier que d'essayer de représenter siège numéro 1, siège numéro 5, siège numéro 8. Pour l'implémentation de ces tests, on a pas mal de choix. Certains qui peuvent paraître, pour les personnes qui connaissent ces outils-là, un peu surprenants. Je vais commencer par le plus surprenant, Karaté, qui est plutôt un outil qui est dédié pour faire des tests d'API. A priori, on vient taper sur un endpoint une API REST, on vient décrire sur les scénarios qu'on veut jouer sous une forme qui est très fortement héritée du Gherkin. L'intérêt de pouvoir de l'utiliser comme pour faire des tests d'acceptation, c'est quand en réalité le métier il est assez simple, qu'en fait on n'a pas besoin de mettre en place une architecture hexagonale parce qu'en fait on est en train de créer un truc de liste de courses ou quelque chose de très simple, et que mettre en place toute la mécanique qui va être nécessaire pour les autres outils va se révéler être compliqué pour pas grand chose.
À côté de ça, Karaté, comme il est plutôt spécialisé sur les tests d'API, il n'est pas adapté quand on va commencer à avoir un métier plus complexe ou que les points d'entrée de notre application ne sont pas forcément des endpoints REST. Dès l'instant où on va vouloir tester au plus près du métier, donc si je regarde dans l'architecture hexagonale au niveau du domaine, donc bien au milieu, on va probablement plus vouloir taper sur du JGiven ou du Cucumber. Qui connaît JGiven ? T'es pas tout seul. Cool, on est deux. Alors, qui connaît Cucumber ? Un peu plus. Eh ben, imaginez que les scénarios que vous écrivez en Cucumber et tout le code de glue que vous associez, qui sont séparés, sont rejoints dans du code sous une forme que vous essayez de rendre la plus lisible possible. L'intérêt de faire du JGiven, ça va être de se dire, en fait, mes scénarios écrits directement en Gherkin, s'il n'y a personne qui les lit, ça ne sert à rien. Par contre, avoir quelque chose de très approchant dans du JGiven, ça va pouvoir être intéressant. On va en regarder juste après, du JGiven. Et puis, en plus, en termes de maintenabilité, pour avoir fait les deux, j'aime beaucoup Cucumber, mais je vous avoue que j'ai beaucoup moins souffert avec JGiven. On va regarder après. C'est pour toi, toujours. Ouais, toujours pour moi. Oh là là, il faut même que tu appuies sur le clavier. Expliquer juste. Exactement. Donc, comme je le disais, on tape pour tester notre domaine en isolation du REST. Donc, on ne va pas taper sur des endpoints d'API REST. On ne va pas aller faire en sorte de taper à droite sur un vrai service Electricity Map. Au-delà du fait que, de toute façon, j'ai que 1000 appels possibles par mois, donc ça va être compliqué. Et du coup, je vous propose de jeter un œil dans ce que j'ai mis en place. Alors, pour le cas qui nous intéresse, j'ai créé une petite classe de test qui va servir pour mes tests du domaine. Et avec du JGiven, j'ai été en mesure de décrire sous quelque chose qui ressemble à du Gherkin, mais qui n'en est pas, une séquence de tests avec les given qui sont bien identifiés, le when qui est bien identifié, le then qui est bien identifié, et où je suis en mesure d'avoir à l'exécution tout l'ensemble de mes informations qui transitent bien d'une étape à l'autre. Par exemple, là, je veux tester le résultat, que j'ai bien obtenu le résultat que je voulais, sauf que c'est à l'étape d'avant qu'il a été produit. Et l'injection avec du JGiven, elle se fait assez facilement en lui disant que le résultat ici, je suis dans le truc où je vais vouloir tester le résultat avec des n, je veux qu'il soit injecté à partir d'une étape précédente. Et c'est JGiven qui se charge de trouver le fait qu'il y a le même type avec le même nom dans une autre stage à côté. Ces tests-là, ils utilisent une doublure de test que je vais mettre en évidence ici. C'est que pour aller récupérer, calculer la prévision d'empreinte carbone et donc sélectionner la bonne plage horaire, il faut que j'aille taper sur Electricity Maps. Comme je l'ai dit, là, je suis en train de tester uniquement mon domaine métier. Et je veux pouvoir contrôler les résultats que j'obtiens pour pouvoir déclencher les différents scénarios dans les différents cas. Et pour cette raison-là, j'ai choisi de pouvoir dire que mon estimateur, il va aller récupérer les données. Il faut juste que je retrouve où j'en étais, c'est le plus simple. Il y a trop de tests. Il y a trop de tests. Oui, c'est normal, il est à côté. Tac, tac. Voilà. Je dis juste que dans le cas d'un forecaster, soit j'ai un truc avec un résultat qui est déjà tout prêt, qui est issu d'ailleurs, soit je vais renvoyer en dur une erreur. Hop. Tac. Et au final, on se retrouve avec des tests qui sont directement dans mon code de test, qui sont joués par mon JUnit. Ça veut dire que ma boucle de feedback, elle est extrêmement courte. Ça se déclenche très très rapidement. Si ça veut bien compiler. Voilà, hop, j'ai vérifié mes 3 règles métiers en 59 millisecondes et de façon isolée et répétable. Donc je suis content. Donc ça, c'était cet instant-là. C'était ça. Je ne suis pas très bon pour passer les diapos, comme tu peux le voir. Néanmoins, le GIF est magnifique. J'apprécie l'effort. Du coup, j'ai apprécié la démo, j'espère que vous aussi. Dans la suite, on va parler à chaque fois de mock et autres. Et en fait, quand on parle de mock, derrière, on parle de doublure de test. Donc, on va juste prendre un petit peu de temps pour bien signifier ce qu'il y a derrière doublure de test. Doublure de test, c'est comme au cinéma. C'est une doublure.
C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser la vraie fonctionnalité ou le vrai service externe, on va prendre une doublure à laquelle on va pouvoir définir le comportement, en grosso modo. En tout cas, on va pouvoir, ça va représenter et lui dire comment se comporter. Mais en fait, une doublure de test peut en avoir plusieurs, parce qu'il y a vraiment plusieurs types. Doublure de test, c'est la partie générique. Après, on peut avoir des objets d'UMI, à savoir, c'est juste, ils font rien. C'est juste que quand il faut construire une fonction et qu'il manque de paramètres, on peut les utiliser pour faire l'appel au constructeur ou à la fonction. On va voir aussi des objets fake qui, eux, on leur associe une implémentation, mais qui est vraiment raccourcie. On n'est pas sur l'implémentation de prod, mais on va au raccourci pour avoir quand même un petit peu de comportement, mais on est très loin de la réalité. On a le stub, qui est un objet auquel on dit selon telle réponse, pour telle fonction, tu réponds telle réponse. Donc comme ça, on a une sorte, on a défini les réponses de notre objet. On a le spy, qui lui est un espion, super. C'est-à-dire qu'il va se placer du côté de l'objet qui est doublé pour voir comment l'objet est appelé et du coup pour pouvoir faire des tests sur l'appel et l'utilisation de cet objet. Et enfin, sûrement le plus connu, on a le mock qui lui en fait est un objet pour lequel on va pouvoir programmer un comportement. Donc selon un contexte, lui définir soit de lever des exceptions, de retourner telle ou telle information. Si vous voulez en savoir plus, il y a Martin Fowler qui a fait un super article sur le sujet, dont est inspiré le slide. Les tests d'API. Maintenant, dans les prochains slides, on va souvent parler de mock ou pas mock, pour définir comment nous on souhaite utiliser ces tests. Une API, c'est quoi? Les API, c'est nos points de contact avec l'extérieur. C'est ce qu'on met à disposition de nos consommateurs. Et du coup, pour chaque API, il y a un contrat qui est défini pour savoir comment nous appeler et ce qu'on va retourner. Donc, quand on veut tester une API, c'est cette fonctionnalité de contrat qu'il faut tester. Pourquoi je dis ça? Quand on se pose la question, du coup, est-ce qu'il faut moquer ou pas moquer ce qu'il y a derrière l'API? Nous, on pense plutôt qu'il faut moquer, parce qu'on ne souhaite pas, à ce moment-là, tester le domaine. On souhaite vraiment tester la façon dont va fonctionner le contrat, pour se concentrer sur cette couche. Et de toute façon, ce qu'il y a derrière, ce qui est sous-jacent à l'API, ça sera testé par d'autres moments, par d'autres tests. Donc, on n'a pas besoin de s'en soucier. De cette façon, notre API, nos tests API sont dédiés à cette fonctionnalité de contrat. Ils sont isolés et du coup nous rendent plus résilients à un autre impact. Si je commence à avoir des soucis dans mon domaine, mes tests API doivent toujours fonctionner. Et à l'inverse, si j'ai un test d'API qui échoue, je sais que je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin, c'est au niveau de l'API que ça se joue et qu'il faut commencer à débugger. Je redonne la main. Ouais. Alors, je vais vous montrer des éléments qui sont pour des tests d'API. Alors, principalement, à la fois à gauche, parce qu'il faut qu'on va exposer notre outil sous la forme d'une API REST et d'une CLI. Et puis, à droite, parce que pour aller interroger Electricity Map, on va taper sur leur API REST. Tu n'oublies pas le GIF? J'oublie pas le GIF? Vas-y, c'est bon. Merci. Tiens, voilà. Là, je me suis embêté pour être dans le thème. Alors, vu que je suis sur de l'architecture hexagonale, on va retrouver dans la partie infra de mon application des éléments qui sont classés en driving pour l'infrastructure qui pilote le domaine, pilotante, et des éléments qui sont dans driven, qui vont piloter par le domaine. Donc, pour la partie complètement à gauche, qui va piloter mon domaine, j'ai des routes qui sont créées avec un outil qui s'appelle Ktor pour aller taper sur... pour pouvoir dire que quand je vais faire un get sur /footprint/estimation, je vais faire la traduction de toute la partie requête HTTP vers mon domaine, sauf que moi je veux juste tester ces éléments-là. La partie domaine, elle est testée ailleurs, ça ne m'intéresse pas de le faire tout de suite. Donc dans la partie... Non, pas le bon, hop. Dans mes tests d'API, je vais aller pouvoir facilement déclencher les différents cas d'utilisation en créant mon application de test et en venant taper pour de vrai sur l'endpoint de mon contrôleur avec les différents paramètres. Et là, on voit un premier mock, c'est qu'en mettant des valeurs qui sont correctes, je m'attends à ce que mon domaine soit appelé. Sauf que comme mon domaine il est protégé autour par des interfaces, je peux moquer mon domaine. Je peux créer une doublure de test pour mon domaine, et c'est exactement ce que je fais ici. En disant que, en fait, à chaque fois que je vais l'appeler avec ces paramètres-là, il va me dire « oui, ça s'est bien passé, et voici l'empreinte carbone calculée ». Donc ça, c'est pour un autre outil.
Et du coup, si je fais ces tests-là, je peux ensuite vérifier que j'ai bien obtenu un HTTP 200, que j'ai bien eu les éléments qui m'intéressaient en réponse. Et puis, je peux facilement tester les différents cas où il me manque des éléments, etc., etc., etc. J'ai fait le tour de l'intégralité des cas possibles de mon contrôleur. Vous remarquez que je ne suis pas allé tester le mapping vraiment directement des éléments pour savoir ce que je mets en entrée dans ma requête HTTP et ce qui est vraiment transmis dans mon domaine. C'est fait implicitement par le fait que quand j'ai configuré mon mock, il fallait bien appeler les choses dans le bon ordre. Mais je n'ai pas considéré que j'avais besoin de plus. Si j'avais eu un mapping plus compliqué à faire parce qu'il y a des éléments de traduction entre des anciennes versions d'API, des nouvelles versions d'API, etc. à faire, peut-être que j'aurais voulu pouvoir tester ce mapping de façon distincte pour pouvoir m'assurer qu'en elle-même, elle fonctionne et pouvoir garder ces tests-là concentrés sur, effectivement, je mets des choses en entrée de mon endpoint REST. Quand j'arrive du côté du domaine, j'ai bien ce que je voulais et que le retour se fait correctement. Du côté de Electricity Map, on se retrouve donc à droite. On va chercher à appeler Electricity Map. On est à droite du domaine. Ce qu'il y a de facile à tester, c'est que pareil, comme il y a des interfaces et qu'à droite du domaine, l'infrastructure vient implémenter ces interfaces, je sais exactement sur quoi taper. Le contrat, il est déjà identifié par le fait que mon domaine, il est entouré par des interfaces. Donc j'ai créé un forecaster qui est une implémentation de ce que je veux dans mon domaine pour Electricity Maps. Je peux démarrer un serveur de mock, un mock serveur qui va servir de remplacement du vrai Electricity Maps. Et puis je vais aller taper sur l'API que je suis censé appeler. Je vais vérifier que j'ai bien appelé le bon chemin avec les bons headers, etc., que j'ai mis les bons paramètres. Et ça va être le moyen simple de m'assurer qu'effectivement, mon client, quand je lui donne à manger quelque chose en entrée, il va être capable de faire l'appel qui va bien. En l'occurrence, aller demander les prévisions carbone pour une zone donnée, en sachant que j'ai donné ici la zone en entrée. Donc là, on est plus sur on va être un peu sur, à la limite, avec du SPY, puisque si vous remarquez, c'est mon serveur côté mock qui va se charger de récupérer les informations et de les analyser. À aucun moment, je m'occupe de la question de est-ce que je fais correctement mon calcul d'empreinte, etc. Je m'occupe juste de vérifier que, d'un point de vue technique, ce truc-là, j'appelle le bon. Si je veux changer de fournisseur de forecast, c'est juste cette petite brique-là que je vais pouvoir remplacer dès l'instant où moi, je fais l'effort d'implémenter dans mon remplaçant l'interface qui va bien pour mon domaine. Donc on a testé le milieu, on a testé à gauche, on a testé à droite. Petite parenthèse. Parenthèse sur Pact. Pact, c'est un framework qui va aider justement à moquer les API REST que l'on consomme, ainsi que les brokers de messages. Ce qu'on a vu juste avant, là, c'est que Edouard avait fait à la mano, du coup, de préparer un mock d'ExtremMap et de le configurer et de l'utiliser ensuite. C'est grosso modo, c'est en partie ce que va amener Pact, parce qu'il lui va s'appuyer sur un mode de contract testing à chaque fois, c'est-à-dire, on va définir le contrat de l'API qu'on est en train de moquer. Donc, un mock va être créé selon ce contrat pour permettre au test unitaire de fonctionner. Et jusque-là, on est dans ce qu'a codé Edouard. Et le petit plus, c'est que ce mock, avec un cycle de vie différent, Pact va vérifier qu'il est toujours valide par rapport à la vraie API qui est en train d'être simulée. C'est-à-dire que, ponctuellement, il va regarder le contrat qui est défini et envoyer les requêtes à l'API qui est moquée et regarder les réponses, voir si elles correspondent également à ce que retourne le mock, pour vérifier que le contrat est toujours valide et que le mock, du coup, est bien un bon représentant de l'API qui est en train d'être simulé. On peut le revoir sous une même explication avec un schéma. On aura cette fois, sur la partie gauche, du coup, les tests qui vont utiliser le mock fourni par Pact, avec ce contrat de voilà ce que j'ai en entrée, voilà ce que me retourne le mock, selon différentes routes. Et deuxième partie, comme j'ai dit, sur un cycle de vie différent, parce que ça ne sert à rien de tester à chaque fois qu'on fait nos tests, sinon on perd tout l'intérêt, mais peut-être une fois par jour, tandis que les tests vont tourner plus souvent. On va vérifier que le mock et le contrat utilisé par le mock est toujours valide par rapport au contrat mis à disposition par l'API cliente. Il y a un dernier point avec Pact, c'est qu'il sert aussi à faire de la test de rétrocompatibilité de vos API.
C'est-à-dire que comme il va enregistrer les requêtes à envoyer, notamment sur votre API et sur celles que vous essayez d'appeler, pour celles que vous envoyez sur votre API, si vous faites quand vous faites des évolutions de votre code, il va rejouer des appels qui étaient valides pour des précédentes versions de votre code. Ce qui va permettre de vous assurer que quand vous déployez une nouvelle version de votre application, vos clients vont pouvoir continuer à vous appeler. Fin de la parenthèse sur Pacte. Les tests d'intégration, les meilleurs. Tests d'intégration, c'est vraiment le concept fourre-tout, ce qui est normal. On parle d'intégration à partir du moment où on va faire fonctionner ensemble plusieurs unités du logiciel ensemble. Plus ou moins d'unités, donc on va avoir des tests d'intégration plus petits que d'autres. C'est là où on va commencer à voir si notre framework d'ingestion de dépendance fonctionne bien aussi, etc. Où est-ce qu'il s'arrête cette test d'intégration? Pour savoir la limite, il faut penser à finalement, derrière du code, il y a un livrable. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livrable? Ce qui va définir finalement le périmètre de notre unité de déploiement. Donc, ce qu'il faut tester avec les tests d'intégration, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce périmètre. Donc, est-ce qu'il y a des mocs ou pas? À l'intérieur de ce périmètre, non. Par contre, à l'extérieur, typiquement, là, dans notre cas, on a l'API Electricity-Map. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de cette API. Elle, pour les tests d'intégration, on va continuer de la moquer. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, et forcément, on va commencer à parler de base de données ou de broker de messages. C'est pas moi qui les ai développés, d'accord, mais par contre, c'est moi qui les installe, c'est moi qui les utilise, donc j'en suis responsable. Donc ceux-là, je ne vais pas les moquer. Et pourtant, j'en ai besoin dans les tests d'intégration. Comment je fais? Plusieurs solutions avec un petit ordre de préférence. Les tests conteneurs, qui vont nous permettre, du coup, grâce à des conteneurs, d'avoir le même logiciel lors des tests que ce qu'on aura en cible sur la production ou sur les autres environnements. On a aussi la possibilité d'avoir une instance de base de données dédiée aux tests. La difficulté avec ça, c'est que cette instance, déjà, elle est peut-être partagée avec d'autres équipes. Donc, il faut garder en tête qu'il faut trouver un moyen d'être bien isolé pour que nos tests soient toujours isolés et répétables. Et troisième solution qu'on aborde, la base in memory. Très simple, en effet, parce que du coup, je l'exécute au moment où j'exécute mes tests. Elle est rapide à mettre en place et autres. L'inconvénient, c'est qu'on s'éloigne de ce qu'il y aura ensuite d'utiliser sur les environnements, que ce soit de recettes et de prod. Donc potentiellement, j'ai un contrat d'utilisation qui est différent. Donc finalement, je ne représente pas vraiment la cible qui est derrière. Test containers, qui connaît? Ok. Donc pour les personnes, pour les autres, le principe, c'est de démarrer un conteneur Docker de façon automatique en disant, écoute, moi j'ai besoin d'un MongoDB pour tester mon application. Hop, on démarre un MongoDB le temps de l'exécution des tests et le conteneur est tué à la fin de l'exécution des tests. Ce qui fait qu'on peut tester contre une vraie base de données, et idéalement contre la même version majeure, mineure, fixe de la base de données que celle qui est réellement utilisée en production, de façon à détecter des éventuels problèmes au plus tôt. J'ai arrêté d'utiliser des bases in memory depuis que j'ai commencé à utiliser Test Containers, parce que nombre de fois, quand je faisais du SQL, je me retrouvais à créer une base H2 en mémoire pour tester, parce que ça allait vite. Sauf qu'en fait, moi, j'utilisais du Postgres en prod, et qu'il y avait pas mal de soucis de compatibilité, puisque ce n'est pas les mêmes moteurs de base de données, même si ça se veut partager un langage commun, qui faisait que j'étais embêté pour réaliser des tests corrects, et que je me suis retrouvé plusieurs fois à détecter des problèmes que tard dans mon cycle de développement, alors que je pouvais les détecter en local sur mon poste, en lançant mes tests unitaires et mes tests d'intégration. Bien, je te laisse la main. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que de tester l'ensemble de notre unité de déploiement. On a testé au milieu, on a testé à gauche, on a testé à droite. Sauf que si tout ce petit beau monde n'arrive pas à se parler ensemble, ça ne sert à rien d'essayer de faire une application, on ne va pas y arriver. N'oublie pas le GIF. Oui, il y a un petit GIF. Il est là, le GIF. Merci. Et donc, ce que je vais vous montrer là dans quelques instants, c'est justement comment est-ce que sur de l'architecture hexagonale, on peut faire pour s'assurer qu'on a nos tests d'intégration qui sont en état de marche, en sachant que, comme notre domaine, on l'a testé de façon complète, idéalement la plus complète possible, dans des tests dédiés aux fonctionnalités, que nos adaptateurs à gauche, l'infrastructure à gauche et l'infrastructure à droite, on a des suites de tests dédiées pour elles. Là, ce qu'on veut juste, c'est vérifier que tout ce petit monde arrive à se parler. Donc on n'a pas besoin de rejouer tous les cas de la Terre entière. On a juste besoin d'essayer de traverser en fait les différents chemins possibles
qui peuvent exister en fait au moins une fois, atteindre, voilà, je pars de mon interface, de mon API REST, je tape sur mon domaine, je finis sur Electricity Maps, ça revient dans l'autre sens, j'ai parcouru un chemin. Mon application, elle existe aussi en ligne de commande, donc je pars de ma CLI, je traverse le domaine, je finis sur Electricity Map et je reviens et j'ai couvert les deux chemins possibles pour mes données. L'idée, ça va être de créer continuer à moquer Electricity Map en lui-même, comme on l'a évoqué tout à l'heure Jérôme, mais de réellement instancier le vrai client Electricity Map que j'ai dans mon code. C'est pour ça qu'on se retrouve à mettre des données d'API et de Client ID, même si elles sont complètement fausses, puisque en réalité, mon mock web server, il s'en fout que ce soit des credentials qui soient valides. À côté de ça, tout le reste de mon application, on va le démarrer avec tous les éléments qui le composent. Donc on va avoir le domaine. Je vais juste potentiellement vous montrer ça quelques secondes. Voilà. On va avoir la partie donc OKHTTP, c'est la partie client REST pour taper sur Electricity Map. La partie CLI module, c'est la partie qui fournit la command line interface à gauche. Le domaine module, c'est ce qui va au milieu. L'API REST, elle n'est pas exposée de cette façon-là parce que merci Cator. J'y ajoute juste le fait que je préconfigure un certain nombre d'éléments qui vont être nécessaires pour instancier mon client sur Electricity Map. Et ensuite, je peux aller déclencher mon application en mode CLI en lui passant ça comme paramètre, donc mes args que j'ai normalement dans mon main, capturer les streams d'entrée-sortie, enfin les standards, plutôt la sortie en erreur et la sortie standard, et m'assurer que en fait, j'ai bien obtenu un résultat qui est en succès. Remarquez que je n'ai pas vérifié la valeur exacte du calcul qui aura été fait sur la base d'un forecast valide. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'est pas de vérifier que ma règle est correctement implémentée. Ça, c'est le boulot de mes tests de domaine. Là, mon but, c'est de vérifier que tout le monde arrive à se parler ensemble. Donc, dans le cas où je suis censé avoir un succès, je vérifie que j'ai eu un succès. Mais je limite ma vérification à ça et je ne vais pas creuser dans le détail exact. Et je vérifie que je n'ai pas eu d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de test sur d'intégration de mon application au format ArchiExa. Ah, test unitaire. Les fameux. Les fameux, les plus connus. Test unitaire, bien sûr, la plus unité de test. Les messages qu'on souhaite passer, ils servent pareil, même si on est sur le plus petit grain, on va dire. Il faut garder les mêmes réflexes que ce qu'on a fait auparavant. Il s'est vérifier la bonne exécution des fonctions. Donc, je ne vais pas être en train de tester le code et l'implémentation de ma fonction. Je reste toujours sur cette idée de contrat, même si je suis au niveau de la fonction, je teste, je regarde ce que j'ai en entrée et je vérifie ce que j'ai en sortie. Pourquoi? Toujours, je me répète, parce que c'est, je pense, un des points importants. De cette façon, mes tests ne sont pas trop proches de l'implémentation. Et comme ils sont là pour apporter de la sécurité quand je fais du refacto, eh bien, quand je vais je pourrai refactorer mon code sans me soucier de refactorer mes tests, ou en tout cas, pas tous. Mock ou pas mock? Ce qu'on pense, c'est qu'il faut éviter d'utiliser les mocks à partir du moment où on est au sein du même périmètre logique. Pourquoi je reste un peu vague? C'est parce que ça dépend de comment est packagé, comment est organisé votre code. Si vous êtes finalement au sein de la même logique, utilisez les vrais objets, les vrais composants. À partir du moment où c'est quelque chose qui est externe de ce périmètre, là, à ce moment-là, vous moquez. Après, au niveau de la couverture de test, clairement, je pense que c'est une bonne idée de définir les objectifs que vous mettez en termes d'équipe. Par contre, au niveau des tests métiers, normalement, ça donne du 100%. C'est là qu'on teste au maximum comment fonctionne le métier pour pas se sentir dans le code. Ouais. Après, ça va être toujours à un pouillème près parce qu'il y a un constructeur que tu n'appelles pas directement, ce genre de truc, mais oui. De nouveau pour toi. Alors, les tests unitaires, il y a beaucoup de petits ronds au niveau du domaine parce que moi, j'ai tendance à tester le domaine de façon unitaire assez profondément parce que je considère qu'il y a un bug dans la façon dont sont implémentées les règles ou les invariants de mon code dans le domaine est bien plus grave que si jamais il y a un mapping qui n'est pas tout à fait correct en entrée ou en sortie. C'est grave aussi, hein. Mais, oh, c'est passé au suivant. J'ai rien fait. Qui est moins grave que si c'est à droite ou à gauche que plutôt qu'au milieu. Et d'autant plus que généralement les adaptateurs sont assez fins puisqu'ils servent juste à brancher en fait le monde extérieur sur mon domaine
et le mon domaine sur le monde extérieur. Donc ça se limite généralement à du mapping et quelques transformations. Pas forcément besoin de beaucoup de choses. Donc, aussi des mots, la dernière. C'est la dernière. Il peut y avoir plusieurs réactions à cette nouvelle. Tac. Il peut y avoir plusieurs réactions, effectivement. En l'occurrence, dans la partie domaine, je suis allé vérifier, par exemple, pour mon intensité. C'était pas ça que je voulais montrer. C'est pas grave, on va faire sur ça. J'ai implémenté des notions de multiplication entre deux intensités carbone. J'ai juste voulu vérifier rapidement que effectivement c'était bien le cas, que c'était correct. Techniquement, j'aurais pu m'en passer. Par contre, comme je suis dans le domaine, parce que l'implémentation, clairement, si je vous la montre, vous n'allez pas tomber, ça va pas être fifou. Grosso modo, je multiplie un truc par un autre, quoi. Sauf que je suis dans mon domaine, je considère qu'un problème là-dedans est plus grave qu'à l'extérieur de mon domaine. Je crois que c'était ça. Voilà, c'est là. Et ici, j'ai un test, enfin j'ai une implémentation de la partie prévision où j'estime que j'ai une liste d'intensité avec une par heure. Si c'est ma prévision pour le lendemain, du coup j'ai 24 éléments, un pour chacune des heures de la journée. Donc je veux m'assurer qu'effectivement j'en ai bien exactement 24. Donc j'ai un invariant qui est déclaré ici. Et puis comme je suis dans le domaine métier, je considère que si je me suis planté, c'est grave. Donc je suis allé m'embêter à créer un test où je vérifie au niveau de ma borne, juste avant ma borne, 23, c'est pas bon. Juste après ma borne, 25, c'est pas bon. Et sur ma borne, 24, c'est OK. Et c'est tout bête, mais ce genre d'invariant que j'ajoute au fur et à mesure dans mes différents composants métiers dans le domaine, c'est ce qui va me donner davantage de confiance quand je vais implémenter des choses plus complexes par-dessus en me disant « OK, je sais que ce sur quoi je bâtis est vérifié ». Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas allé m'embêter à vérifier directement le mapping de ce que j'ai en entrée dans l'appel HTTP pour demander une estimation. Tous ces éléments-là, c'est testé de façon complètement indirecte par le fait qu'au final, je vais appeler le bon élément dans mon domaine, mais c'est tout. Parce que je considère que c'est moins critique. C'est bon ? Oui, moi j'adore. On a une partie sur les tests complémentaires. Complémentaires, pourquoi ? On va s'éloigner un peu du test de fonctionnalité et de fonction de notre code. Mais en fait, on va voir qu'on peut aussi tester d'autres choses et toujours s'en douter. On va pouvoir tester la structure de notre code. Qu'est-ce qu'on met derrière ? On a toujours des guidelines à droite à gauche sur il faut que notre code soit organisé de telle façon, notamment si on commence à utiliser telle ou telle architecture. Mais on sait très bien que les guidelines, elles sont pas forcément, et notamment la doc, elle n'est pas forcément dans la doc de tous les développeurs, et qu'assez vite, on peut en dévier. Pour s'assurer qu'elles sont respectées et que le code source respecte ce qui a été défini pour avoir une architecture propre à ce qui a été choisi, on a aussi l'outillage pour ça, notamment ArcUnit, qui va permettre du coup de définir avec différentes règles celles que vous voulez, ce qu'on va vérifier dans le code. Je vais rajouter un mot dessus parce que tu l'as utilisé dans le... Tout à fait. Donc je vous ai ressorti un extract d'un test d'architecture qu'on a, où effectivement on s'aperçoit que puisqu'on s'embête à mettre en place de l'architecture hexagonale, ce serait dommage de ne pas en profiter des bénéfices parce qu'on a laissé une fenêtre cassée quelque part et que du coup on a de l'extérieur qui a fuité dans notre domaine. Et donc l'intérêt d'ArcUnit, c'est de définir vraiment alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une règle, en réalité il y en a deux dans l'archi-hexa, les règles qui permettent de vérifier que mes contraintes d'architecture sont respectées. En effet, en fait, les classes qui résident dans le package domaine ne devraient dépendre seulement que de classes qui sont dans le package domaine ou dans des packages qui sont liés au langage, typiquement tout ce qui est issu de Kotlin, etc., directement du langage en lui-même, je l'autorise parce que sinon je ne code pas. Et puis j'ai autorisé Coin, qui est mon framework d'injection de dépendance, parce que je m'en sers pour déclarer la configuration de mon domaine. On peut autoriser, faire une entorse à la règle et se dire on autorise explicitement une dépendance externe dans notre domaine, à condition de se dire attention, c'est une dépendance supplémentaire, ça veut dire que ça peut être un frein au changement. Typiquement, passer de Coin à un autre framework d'injection de dépendance, ça va représenter un travail dans mon domaine. Bon, j'ai été gentil, je me le suis isolé, mais qui est pas forcément anodin. Et donc la deuxième règle de l'architecture hexagonale, c'est que les adaptateurs, donc chacun des éléments qu'il y a dans l'infrastructure pilotante et dans l'infrastructure pilotée, doivent être indépendants les uns des autres, puisque l'objectif, c'est de pouvoir faciliter le remplacement
d'éléments d'infrastructure. S'ils dépendent les uns des autres, on se tire un peu une balle dans le pied. Et donc j'ai juste déclaré simplement que, en fait, effectivement, tout ce qui est dans une combinaison de 2 sous-packages dans la partie infra, eh ben, on considère ça comme un adaptateur et qu'ils ne doivent pas dépendre les uns des autres. Faire des tests, c'est top, on le voit, et maintenant je suis sûr que vous êtes tous convaincus. Maintenant, est-ce que les tests qu'on est en train de faire sont pertinents et robustes? Pour ça, pareil, il y a l'outillage et des tests pour vous aider à les examiner et les évaluer. Assez connu, hein, il y a la couverture de tests, s'assurer que nos tests, dans quelle classe, dans quelle fonction, ou quelle ligne, ils sont en train d'être exécutés. On a Cobertora, Sonar qui font ça très bien. Et c'est assez, comme j'ai dit, assez connu. Un peu moins connu peut-être, la partie mutation testing. C'est un outil qui depuis notre code source, faire des injections, des modifications de code. Chaque modification de code, on va appeler ça un mutant. Du coup, il va créer plusieurs mutants. Donc, il va commencer à modifier le code source. Et depuis ces mutants, il va faire passer la batterie de tests. Et on va regarder si nos tests vont réussir à détecter qu'il y a eu des modifications de code. Si tous nos tests sont verts, ça veut dire que la mutation n'a pas été détectée. Si les tests sont passés au rouge, c'est pas mal. Ça veut dire que les modifications de code ont été détectées et que les tests ont bien réagi. Couverture de tests et mutation testing, c'est des indicateurs. Après, il faut aller voir en effet les rapports si c'est pertinent, mais ça peut vous donner des bonnes indications sur, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à améliorer dans les tests et des choses à renforcer. Je vais juste ajouter un truc sur le mutation testing. Tu en as déjà fait? Ça peut être long à exécuter. Hein. Ouais. L'intérêt justement du mutation testing, c'est vraiment de se dire est-ce que mes bornes elles sont bien validées juste avant, juste après, au milieu, etc. Est-ce que j'ai pas une condition qui devient fausse alors qu'elle était vraie? Et comme ça peut être un peu coûteux, j'ai tendance à la réserver au domaine. Pareil, c'est la partie pour moi la plus critique. Je veux bien faire du mutation testing sur mon domaine. Le reste, si ça va vite, je le fais. Sinon, je considère que le gain le jeu vaut pas la chandelle. Et ensuite, les smoke tests. Je n'ai pas trouvé de meilleure définition que ce qu'avait dit un collègue. Si ça fume, c'est quelque chose qui pue. On va associer au smoke test, en fait, tout ce qu'on ne peut pas vérifier avant. Parce que je m'explique. On a fini notre code source, on l'a packagé, on est en train de le déployer sur nos environnements. La chose qu'on ne peut pas tester, c'est est-ce que la configuration de notre application est correcte par rapport à son environnement? Est-ce que les secrets ont bien été injectés? Est-ce qu'on a la bonne API key, tout ça? L'objectif de smoke test, c'est de tester tout ça, de faire un appel en base de données, de faire un select one, de faire un appel, un get sur une API, etc., etc. Grâce au smoke test, on sait si la config est OK, si le package est fonctionnel, si le conteneur est fonctionnel ou son application est fonctionnelle, et du coup, on va pouvoir commencer à rediriger le trafic dessus. En effet, c'est une bonne idée de créer un endpoint, un health check ou ce que vous voulez, qui va faire ces petits tests, et d'associer ce endpoint à une probe readiness qui va définir, OK, le health check est OK, je peux commencer à envoyer du trafic sur cette application. Conclusion, on est bien au niveau timing. Petit takeaway pour la partie conclusion. On l'a dit et redit, et je le remets en takeaway, primordial de tester un contrat au niveau des tests et non l'implémentation qui a derrière une fonction ou une fonctionnalité. Il n'y a pas de réponse universelle sur la stratégie de test. C'est important de la définir en équipe. Là, avec tout ce qu'on a vu, vous avez plusieurs ingrédients pour la définir. Questionnez-vous sur le pourquoi je teste, qu'est-ce que je veux tester et du coup comment je teste, afin de définir ensemble stratégie et pyramide de test. Les doublures de test dont font partie les mocks, c'est génial. C'est utilisé à bon escient, mais vraiment, c'est ce qui amène plein de choses pour respecter différents principes qu'il y a derrière les tests. Les tests, on l'a dit au démarrage, on le redit en conclusion, la grosse utilité, c'est d'avoir une boucle de feedback rapide. Si les tests deviennent une douleur à lancer et exécuter, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau des tests. Soit en termes de rapidité, peut-être en termes d'indépendance. Je vous invite à regarder l'acronyme FIRST et ce qu'il y a derrière. Il y a 5 grands principes qui sont à respecter pour faire des jolis tests. Ça peut vous aiguiller sur des choses peut-être à améliorer ou à réorganiser au niveau de votre code source. Et enfin, tester, c'est pas douter. C'est construire son filet de sécurité. En fait, c'est une gestion de risque, les tests. C'est se dire, est-ce que là, je fais un filet plus épais? Est-ce que là, c'est OK si le filet il est moins épais? Parce que le temps de chacun d'entre nous est précieux et si on peut le consacrer sur des éléments qui sont critiques en premier, c'est mieux que de commencer sur des éléments qui ont peu de chances d'échouer parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont principalement gérés par des éléments externes. Donc pour moi, c'est vraiment cette gestion de risque, ce filet de sécurité qu'on crée pour permettre de maintenir notre application sur le long terme et de nous assurer qu'on ne se retrouve pas à réveiller à 3 heures du matin parce que
il y a un souci catastrophique sur une règle métier qu'on a changée par un petit refacto qu'on n'a pas vu passer. Instant promo, on est de chez Whiskel, on existe depuis 2015, on est à Paris, Nantes et full remote, et bien sûr, on recrute comme tout le monde, je pense. On fait du cloud native, la partie conseil, construire, maîtriser, et aussi une gestionnaire de fabrique. Merci, il nous reste un peu de temps pour les questions, et on a un QR code à faire flasher pour que vous puissiez nous donner du feedback, on est preneur. Merci bien. Merci beaucoup. Et je l'ai jamais fait, j'en profite, je vais faire une photo avec vous tous et avec Edouard. Ça finira dans la Gazette familiale, je vous préviens. Merci. Alors, on m'entend ou pas du tout? Le micro ne fonctionne pas. J'avais deux questions. Mais la première, à un moment, vous avez évoqué que quand on est dans la même couche applicative, on évite d'utiliser des mocks. Mais qu'est-ce que vous pensez en fait de tester, par exemple, des méthodes privées où on va avoir une méthode qui, elle, est publique, qui va éventuellement appeler d'autres méthodes parce qu'on a de la complexité, et puis on ne veut pas que dans notre méthode, on ait une complexité de fou furieux. Et si on avait d'ailleurs toute cette complexité dans cette méthode à tester, je veux dire, si on fait la combinatoire, ça serait assez compliqué. La façon dont je le vois, c'est que tes tests, qu'ils soient unitaires ou autres, c'est toujours sur un grain plus ou moins gros et tu viens tester en fait les éléments d'entrée et les éléments de sortie. Si tu as besoin de rendre public ou d'aller jouer avec merci de rendre cette méthode publique pour mon test dans ta JVM pour pouvoir atteindre une méthode privée, pour moi, ça veut dire que tu as du mal à tester ton code parce qu'il y a des éléments, des chemins que tu voudrais emprunter que tu n'arrives pas à emprunter facilement. Et si c'est le cas, ça veut peut-être dire qu'il y a des concepts en fait, dans ton code que tu devrais extraire pour les rendre testables et donc mettre en évidence son contrat de comment est-ce que c'est censé fonctionner pour pouvoir le réutiliser. Mais d'une façon générale, d'aller chercher les méthodes privées pour les tester, ça veut dire que tu sors de l'aspect « je suis en train de tester sur la base d'un contrat » et plus « je suis en train de tester sur la base de comment fonctionne mon implémentation ». Et donc tu violes en fait le contrat en disant « normalement, les méthodes publiques, etc. de ma classe, c'est voilà comment c'est censé, voilà ce que c'est censé faire. Par contre, je ne te dis pas comment ça le fait. » Ça, c'est le problème de la classe en elle-même. Et en venant aller chercher des méthodes privées, tu viens commencer à aller voir de comment est-ce qu'il fait son travail pour pouvoir aller tripatouiller des choses. Et donc, quand tu vas commencer à faire du refacto là-dessus, en fait, tu as des tests qui vont t'encombrer au lieu de t'aider. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais ce que je me dis, c'est que des fois, on peut avoir des combinatoires très fortes. Je peux avoir, je sais pas moi, trois éléments en entrée d'une méthode qui, derrière, vont juste créer une combinatoire vraiment énorme. Et fonctionnellement, je vais avoir du mal à décrire tous les chemins possibles. Pourtant, ils existent. Ouais. Alors, soit tu as envie de tester de façon avec un certain nombre d'exemples qui couvrent la majorité de la combinatoire, avec des tests paramétrisés, par exemple. Mais tu peux aussi aller voir du côté du property-based testing, où tu vas aller décrire en fait sous une certaine forme la règle qui est censée respecter ton code, et le moteur de property-based testing va se charger de générer les entrées les plus intéressantes à tester pour valider ton fonctionnement. Typiquement, je veux que telle règle soit vraie pour tous les caractères entre A et Z. Soit tu fais un un test paramétrisé avec toutes les lettres de l'alphabet, soit tu commences à faire du property-based testing et lui, il va aller tester automatiquement au niveau des bornes. Donc, est-ce que je t'envoie un 0, est-ce que je t'envoie un A, un majuscule, un minuscule, etc. Il va commencer à te faciliter la vie là-dessus pour s'assurer que tu as bien ta propriété au sens mathématique du terme ou au sens fonctionnel du terme qui est respectée par ton code. Merci. Il y avait une question devant, je crois. C'est toujours... Une minute. C'est la dernière question. Bonsoir, merci. J'ai vu dans vos exemples Gherkin que vous n'utilisiez pas le concept des rôles qui a été introduit récemment. Ouais. Je voulais savoir votre opinion sur cette évolution et aussi si vous avez des conseils sur comment impliquer nos PO pour qu'ils relisent les rôles et les scénarios Gherkin.
Pour la première partie, effectivement, on n'a pas utilisé les rules. J'aime bien les rules, personnellement, parce que, justement, au travers d'exemples, je trouve que c'est facile pour comprendre pour faire passer le message. Par contre, pour essayer d'inférer la règle qui est derrière, le fait de pouvoir exprimer cette règle et de dire voici des exemples qui l'illustrent, ça permet de faire un ping-pong entre les deux dans notre réflexion et dans notre compréhension, pour essayer de trouver aussi potentiellement des cas qu'on aurait oubliés, des cas aux limites qu'on aurait oubliés. Et donc pour avoir impliqué davantage le PO, c'est la deuxième partie de ta question. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, l'exemple mapping, c'est les sessions de Tres Amigos proposées, 25 minutes, ça prend, 25 minutes c'est exprès pour comme ça, il y a un peu de temps pour à la fin. 25 minutes, au bout de 30 minutes, on sait si c'est bon, c'est pas bon, et on a un premier élément de retour pour dire en fait, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé. Spoiler alerte, les premières sessions d'exemple mapping se passent moyennement bien parce qu'on n'a pas encore pris nos marques. En fait, l'avantage, c'est qu'il n'aura pas à les écrire, c'est qu'on va les écrire avec lui. Donc celui qui connaît les rules pourra écrire et coécrire peut-être le dev ou le QA, lui apprendre aussi et coécrire ensemble le test Gherkin. Donc, meilleure façon, je pense, de le faire, en effet, faire un ressort. Je crois que c'est la dernière question. Time limit, ça marche. On est dispo, sinon, s'il faut. À l'extérieur, volontiers pour discuter. Et merci encore d'être là. Merci bien.